Monique Martin, je vous donne donc la parole. Vous avez une intervention sur le thème comment faire vivre concrètement au niveau local une notion, un dispositif intégré au niveau national. Donc on est là dans le déploiement effectivement des intentions d'accompagnement et de sécurisation des parcours professionnels. Et voilà, il vous serez attentif aussi à bien montrer les conditions de passer d'une mobilité subie, notamment à une mobilité choisie. Voilà, je vous donne la parole. Oui, bonjour à tous. Donc pour démarrer, moi je suis repartie du paragraphe plus général sur lequel débouchait la question quel espace pertinent, parce que il y a quand même quelques notions ou quelques réflexions à poser au préalable. D'abord sur les niveaux d'action de réflexion et d'action. Il est vrai que tout ce qui a été imaginé et conçu depuis entre janvier 2008 et février 2009, ça a été au niveau national. Il y a eu 4 accords interprofessionnels au niveau national. Et il faut savoir que si ce sont des accords interprofessionnels, ce sont aussi des accords qui cachent derrière eux un fonctionnement par branche. Donc on est sur le principe d'une tuyauterie verticale. Parce que ces accords n'auraient pas pu être signés, alors qu'ils ont été signés par tous, si cette logique de la branche n'avait pas été, d'une certaine façon, respectée. On va voir que ça a des incidences ensuite sur les territoires. Et puis, le niveau local, c'est des zones d'emploi, c'est des bassins d'emploi, c'est aussi des sites de production. Donc on est à la fois sur, là aussi, du vertical, puisque les branches trouvent leur concrétisation dans les entreprises, mais il y a aussi le territoire, donc l'horizontal. Donc on sera constamment obligé de croiser ces deux dimensions, et c'est à partir de ces deux dimensions-là qu'on a un territoire économique, un territoire social. Et puis à tout cela, il faut ajouter quand même le fait que tout ce qui est formation professionnelle, les régions ont maintenant des compétences très fortes, mais aussi toujours une entrée de l'État sur ces questions. Et par exemple, cet été, en juillet 2010, il y a eu une circulaire concernant la GPEC territoriale. Alors cette circulaire doit entraîner la constitution d'un dispositif régional articulé à la COPIR, au CCREFP. Donc des acteurs nombreux, situés pas au même niveau bien évidemment, et dans un contexte en plus avec la RGPP, une directe qui n'est pas encore toujours stabilisée. Donc il va falloir mettre tous ces acteurs en marche. Une autre question aussi qui m'a intéressée dans l'intitulé, c'est la notion d'espace. Est-ce que c'est un espace uniquement géographique ou est-ce qu'on peut le voir autrement? Alors, si c'est un périmètre géographique, on sait qu'il faudra être très attentif à la définition de l'aire de ce périmètre. On a parfois, là, et vous avez tous dans vos régions, des modèles qui sont la parfaite réussite. Alors moi, je vous ai fait passer un petit document sur le CBE, le comité de bassin d'emploi d'Ancenis. Ancenis est une petite ville industrielle de Loire-Atlantique. C'est Manitou, les chariots élévateurs, c'est Toyota, les chariots élévateurs. Bon, c'est aussi, je pense, pas loin de Pilote pour je pense, les camping-cars. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien parce que tous les acteurs sont sur le même périmètre et uniquement ce périmètre. Quand on va dans d'autres CBE, on voit que certains acteurs, par exemple l'État, sont à la fois là et ailleurs, ont leur tête occupée par une aire géographique différente. D'autres structurations vont être aussi avec un périmètre différent. Là, le fait que tous les acteurs soient sur le même territoire et avec la même délimitation amène tout le monde à s'impliquer beaucoup plus activement. On a aussi, dans la question de territoire, la question des marges. À quel moment un territoire s'arrête? Par exemple, nous avons dans la région le bassin d'emploi de Redon. Redon est à la frontière du Morbihan et c'est aussi à la frontière
de la Bretagne, et l'autre côté de la frontière, c'est la Loire-Atlantique et les pays de la Loire. Eh bien, il y a des actions intéressantes qui ont été menées parce que des acteurs ont su dépasser des clivages qui étaient le clivage « ça c'est mon département, ça c'est ma région », pour aller travailler ensemble parce qu'ils se rendaient compte que les entreprises avaient créé un tissu auquel il fallait répondre et qu'il y avait des salariés, un tissu qu'il fallait animer, et puis aussi les salariés avaient besoin d'appui et de conseils sur ces zones-là. Donc, il y a cette question problématique de géographie, mais il y a aussi notre façon de voir les choses. Nous venons de voir arriver en Pays de la Loire un projet qui est un projet territorial du FP-SPP. Tous les acteurs de la formation à l'heure actuelle sont tracassés par les projets du Fonds de sécurisation des parcours professionnels. Parce qu'il va falloir, pour avoir droit à ces fonds, présenter des projets qui vont, normalement, qui doivent émaner de la réalité des territoires et qui doivent contribuer à augmenter les compétences, la compétitivité des territoires. Il y a un projet qui est assez innovant dans ce sens-là, en Pays de la Loire, puisqu'il porte sur les entreprises qui vont travailler de façon innovante, et quel que soit leur secteur professionnel. Donc là, le périmètre n'est plus géographique. Le territoire, ça va être la notion d'innovation. Et les habitants du territoire, ça va être les entreprises et les salariés qui vont être lancés dans des dynamiques d'innovation. Ça va être aussi bien l'ouvrier de production dans une entreprise agroalimentaire que l'ouvrier de production dans une entreprise de la métallurgie, qu'un cadre dans une entreprise de biotechnologie. Voilà. C'est la notion d'innovation qui va être le fil conducteur. Donc, le périmètre de l'espace, il est excessivement variable. Et puis, la troisième interrogation que j'avais sur le cadre de l'intervention, c'était comment faire vivre concrètement les dispositifs pour que les parcours individuels soient choisis et pas subis. Alors, si je siège au Césaire des Pays de la Loire, si je suis mandatée par une organisation, moi j'ai été mandatée par la CFDT, où j'ai précédemment animé les questions de formation professionnelle, donc à la fois dans les institutions dans lesquelles une organisation syndicale doit être représentée, mais j'allais et je travaillais aussi avec les équipes syndicales et je travaillais aussi avec des salariés. Donc, toutes ces questions de la mobilité choisie ou la mobilité subie, c'est quand même quelque chose que j'ai vraiment beaucoup entendu. La mobilité choisie, elle existe. C'est une réalité qu'on a parfois tendance à occulter. Elle est réelle. Mais la mobilité subie, elle est tout autant... alors là, elle a une forte réalité. Et elle a une forte réalité souvent connotée avec beaucoup de négatifs autour. Alors je pense que on pourrait parler de mobilité choisie dans un certain nombre de cas, mais aussi de mobilité la moins mauvaise des solutions dans la mobilité. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est excessivement important, parce qu'il n'y a pas le blanc, il n'y a pas le noir. Il y a cette espèce de solution qu'il va falloir construire, et les pouvoirs publics et tout un ensemble d'acteurs va pouvoir travailler à ça pour construire une solution qui ne sera pas la solution rêvée, parce que pour certains, la solution rêvée, c'était de rester là où on était, ou la solution rêvée, ça serait d'aller là où on ne peut pas aller, mais c'est d'aller là où finalement, compte tenu de tout le reste, on va être le mieux possible. Et ça va pouvoir, je vais pouvoir vous parler à ce moment-là d'une expérimentation qui a lieu dans les Pays de la Loire sur le conseil en évolution professionnelle. Parce qu'on s'était rendu compte, et le on, ce sont les partenaires sociaux qui ont démarré ça au sein de la COPIR. Et moi, dans mes responsabilités antérieures, j'ai vu
émerger. Les partenaires sociaux étaient en discussion au sein de la COPIR pour savoir sur quel programme ils voulaient avancer. Alors c'est toujours, vous imaginez, ces lieux qui sont un petit peu... on se regarde, mais on se regarde en bonne intelligence, hein, évidemment. Les entreprises disent, nous on a besoin de ça pour avancer. C'est souvent d'ingénierie, de ressources plus structurées, de meilleures méthodes de production, etc. Et puis en face, vous allez avoir le camp des salariés qui va dire « Oui, mais nous, les salariés, eux, ils ont besoin de ça, etc. » Si bien que nous sommes mis d'accord pour travailler avec le Conseil régional sur des projets qu'ils aideraient à financer, à la fois pour le côté entreprise et à la fois pour le côté salarié. Et pour le côté salarié, ça a été le Conseil en évolution professionnelle. On est parti d'une étude qui avait été menée à la demande de la COPIR et qui montrait que les salariés avaient des désirs d'évoluer, des désirs d'évolution, mais qu'ils ne trouvaient pas. Autant les demandeurs d'emploi pouvaient d'une certaine façon trouver de l'appui, parce qu'il y avait, ou il y a... Alors, je ne vous passe ces débats sur la NPE, Pôle emploi et compagnie. À cette époque-là, c'était la NPE. Normalement, la NPE recevait les demandeurs d'emploi, les aidait à s'orienter, à rechercher un travail. Je dis normalement, voilà. Et puis, les salariés, eux, ils étaient en place. Comme la NPE avait suffisamment de travail à faire, c'était pas des structures qui étaient bien équipées pour prendre du temps avec des salariés qui avaient envie d'évoluer, alors que certains pouvaient leur dire « Mais écoutez, vous avez déjà un travail, vous êtes en place, ne venez pas en plus demander ce que les autres ont de la peine à avoir, un autre emploi. » À force de débat, ça s'est concrétisé. C'est le FONGECIF d'abord qui a mené une enquête importante sur, j'ai oublié le nombre de salariés, et qui a fait apparaître les demandes et les attentes. Beaucoup d'attentes sur je me lasse de mon travail, je suis lassée. Beaucoup d'attentes pour aussi je me rends compte que ça va peut-être pas durer comme c'est actuellement. Ce secteur, ça va peut-être pas aller aussi bien que ça va actuellement. Est-ce que ça serait pas le moment de me poser et de regarder? Et pour autant, les personnes n'en sont pas au stade du bilan de compétences. Pas du tout. Elles sont au stade de l'interrogation. Donc, l'expérimentation a été montée avec le FONGECIF. AGFOS, PME et Opcalia sont dans l'expérimentation. Et des salariés ont droit maintenant à un conseil en évolution professionnelle. Alors, j'ai même apporté la fiche, parce qu'ensuite, la communication, comme il y a de l'argent public, la communication est faite par la région. Avez-vous toutes les clés pour évoluer? La région met gratuitement à disposition des salariés un nouveau service de conseil en évolution professionnelle. Consultez-le. C'est un premier niveau d'information. C'est renforcé parce que nous avons déjà dans notre région une plateforme téléphonique qui est un numéro vert, mais sans doute vous avez ça dans d'autres régions aussi, où les salariés ont des questions précises à poser et on les aiguille, soit on les renseigne directement, soit on les dirige vers des services en direct. Bon, voilà. Mais là, il y a un travail d'écoute pour faire préciser le questionnement et pour pouvoir ensuite situer en quelque sorte le niveau à laquelle la personne est dans un parcours d'évolution. Elle a déjà franchi telle étape de réflexion, elle a déjà fait ci, c'est cela, et puis ensuite, on va pouvoir la conseiller plus précisément, mais ce n'est pas ce service de conseil en évolution professionnelle qui va faire ensuite ni un bilan de compétences, ni ceci, ni cela. Attention. Et le salarié peut revoir
plusieurs fois la même personne. Mais ça n'est pas un accompagnement qui dure, ça n'est pas ce qu'on appelle un accompagnement. C'est simplement un lieu de conseil renforcé. Ce n'est pas la même chose. Hein. À ce stade-là, qui est l'accompagnateur? Qui sont les profils des personnes qui accueillent, écoutent, orientent, conseillent? Ce sont des personnes qui ont été formées. Il y a eu un cahier des charges qui a été défini. Et des personnes issues des OPCA ont été formées pour pouvoir accueillir les salariés. Voilà, donc c'est une expérimentation dont vous pouvez prendre connaissance par ailleurs, parce que je pense que sur des sites des régions, on peut le trouver. Bon, maintenant, pour en venir à comment faire vivre la notion et le ou les dispositifs de sécurisation des parcours. Ce qu'il faut absolument, c'est la volonté des acteurs. Alors, c'est facile, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi la volonté des acteurs ? Il ne suffit pas de dire, il ne suffit pas de parler, il ne suffit pas de faire un discours électoral, par exemple, puisqu'il y a quand même des discours électoraux qui sont faits sur la question de formation. Il faut ensuite prendre le chantier à bras-le-corps. Et on a eu dans notre région là une expérimentation. Je parle bien d'expérimentation, alors qu'au moment où ça a été lancé, c'était lancé au moment de la crise. Vous me direz, on est toujours dans la crise, mais au début de la crise, et c'était une charte formée plutôt que licenciée. On a considéré à ce moment-là qu'une fois la crise passée, et comme tout le monde était optimiste, peut-être pas tout le monde, mais disons que certains disaient au bout d'un an, ce qui va être lancé là sera arrêté. On voit bien que d'abord la crise n'est pas terminée, alors il va falloir continuer, et puis il y a des leçons qui vont être tirées. C'est une feuille que je vous ai fait passer. Là, il y a un déroulé de la façon dont ça fonctionne. Les partenaires sociaux se sont mis autour d'une table, ont défini déjà l'esprit de la charte. Formés plutôt que licenciés. Puisqu'on a droit, les entreprises ont droit à des aides pour le licenciement temporaire, pour le chômage partiel, plutôt, excusez-moi, le chômage partiel, comment utiliser ce temps de chômage partiel. Une fois que les partenaires sociaux ont été d'accord, ils sont allés voir la région, qui très vite a donné son accord, ils sont allés voir l'État. L'État, c'était au moment des restructurations, c'était un petit peu plus long, mais enfin, ça a été finalement signé. Et vous avez ici le déroulé, la façon dont ça a fonctionné. Et le Césaire vient de faire une étude sur les premiers effets de cette charte. Nous ne nous sommes pas chargés de l'évaluation, parce qu'il y a des évaluations au sens de est-ce que les crédits ont été bien, ça c'est l'État et la région qui regardent comment leurs fonds ont été dépensés de façon... c'est tout à fait normal. Nous, nous sommes allés sur les questions des premiers effets. Mais pour voir comment ça se passait, dès qu'une entreprise était repérée parce qu'elle avait fait une demande de chômage partiel, l'État, la directe, envoyait les coordonnées de l'entreprise aux OPCA, AGFOS, PME et Opcalia, qui prenaient contact avec l'entreprise pour mettre en place un dispositif. Tout était fait très rapidement. Très rapidement. Ça, c'est quelque chose qui a été qu'il faut souligner. Parce que la rapidité dans ces processus-là était quand même un gage d'efficacité. Trop souvent, on voit des dispositifs qui sont dilués dans le temps, des procédures qui n'avancent pas. Il faut beaucoup de temps de réactivité et ça décourage tous les acteurs. L'OPCA, on en est à la troisième phase, analyse d'élaboration du projet, réaliser un diagnostic de situation, parce que les entreprises fragilisées par la crise avaient bien entendu des situations tout à fait différentes. Analyser les besoins, élaborer un projet de formation. Il y avait aussi une médiation formation avec des employeurs et des salariés. Il y avait deux médiateurs qui traitaient en urgence toutes les situations des entreprises qui
qui voyaient leur dossier traîner un petit peu. Le financement, vous verrez. La mise en œuvre, l'OPCA concerné, l'entreprise organise avec les organismes de formation la mise en œuvre des actions, anticipation, adaptation du plan de formation, savoir de base, lutte et prévention contre l'illettrisme, découverte des métiers, développement personnel, etc. Et puis il y avait aussi possibilité d'orienter vers d'autres dispositifs existants. Alors, ici, c'est un dispositif qui est lié à la crise. Mais c'est un dispositif dont on se dit qu'il pourrait être activé en dehors de la crise, parce qu'il a bien répondu à cette idée de sécuriser. Ici, c'était pour garder les salariés dans l'entreprise. Beaucoup d'entreprises, en particulier les entreprises patrimoniales dans la région, ont fait savoir qu'elles voulaient garder les compétences des salariés. Il y a eu des discours assez intéressants sur ces questions-là. On doit le dire, ils le disaient tous, c'était d'ailleurs... évidemment que les intérimaires, tout de suite, ils avaient été sortis. Mais le reste, le cœur de l'entreprise, on tenait à garder ses compétences. Moi, je ne tiens pas un discours, je veux dire, il n'y a pas de discours de morale à tenir là-dessus. Il y a des entreprises, dans vos régions comme dans la nôtre, je pense par exemple le fabricant de camping-car, Pilote, qui a vu, ils ont eu des baisses en un mois de 80% des commandes. Bon. Comment réagit une entreprise? Voilà. On n'est pas en train de tenir un discours de stigmatisation des entreprises qui ont été vraiment acculées à des situations excessivement difficiles. Mais ce qui a été dégagé ici, ça pourrait être dégagé pour d'autres types de situations. Parce que l'entreprise, par exemple, même si elle n'est plus en crise, va être peut-être amenée à une revisite complète de sa stratégie. Je pense à la navigation de plaisance. Dans notre région, il y a l'entreprise Beneteau. La navigation de plaisance, c'est un marché particulier. C'est un marché, les Césaires de Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine viennent de faire un travail très intéressant sur ce sujet. Les propriétaires de bateaux, et cela nous donne tous beaucoup d'espoir, la moyenne d'âge, c'est 70 ans. 70 ans, c'est 1 heure de sortie ou 3 heures de sortie par an, une moyenne, des bateaux. Donc, il y a tout un système qui peut se construire au point de vue industriel à un moment donné, parce qu'on occupe un marché qui n'était pas encore occupé, mais une fois qu'il est occupé, il va falloir faire peut-être autre chose. Il va falloir diversifier des productions, il va peut-être falloir aller sur autre chose, il y a toute une réflexion qui est à mener. Eh bien, comment est-ce qu'on peut continuer à accompagner les salariés et sécuriser leur parcours dans ces conditions-là, parce qu'il va sans doute y avoir des refontes d'activité, enfin des changements d'activité importants. Voilà. Sur aussi comment faire vivre la notion et les dispositifs de sécurisation des parcours, il y a toujours l'histoire du pilotage politique, que ça soit n'importe lequel, il en faut un. C'est pas obligatoirement le même. Chaque fois qu'on a voulu essayer d'établir le meilleur pilotage politique, on se dit qu'il n'y a pas le modèle. Il y a des modèles qui fonctionnent bien parce que des acteurs sont d'accord à un moment donné pour le faire vivre de cette façon-là. Et c'est à ce moment-là le modèle qu'il faut choisir. Mais il faut que tout le monde aille dans la même direction. Et puis, il faut aussi des opérateurs intégrés dans la dynamique générale. Les opérateurs politiques, ils doivent garder leur pouvoir de décision, mais il ne faut pas qu'ils mettent trop loin tous les opérateurs. Dans cette charte dont je vous ai parlé tout à l'heure, les OPCA, les organismes de formation, ont été traités au plus près. Si c'était pour que les partenaires sociaux disent entre eux, vous les OPCA, vous ferez cela, et puis la commande passée, et c'est tout, c'est pas comme ça qu'il faut avancer. Il faut se mettre ensemble, vraiment, à définir le travail à le faire avancer ensemble, parce que les OPCA, ils sont totalement en train de changer de métier. Les derniers accords
vous allez pouvoir le dire, hein. Les derniers accords interprofessionnels les ont fait changer de métier. Il faut aussi qu'ils absorbent ce choc-là. Dans ce cas de la charte pour la crise, on les a fait aller très vite, hein, donc il faut travailler avec eux. Voilà. Ensuite, comment aboutir à des parcours choisis? Alors, les parcours choisis, on en a parlé un petit peu avec le Conseil en évolution professionnelle. On peut en parler aussi lorsque l'on va parler des freins à toute la mise en place de ces systèmes de sécurisation. Les parcours choisis, ça ne peut pas aller en dehors d'un contexte qui soit le contexte de l'emploi. Vous avez beau imaginer tout ce que vous voulez en sécurisation des parcours, quand un territoire est en panne au point de vue économique, il est pour un bout de temps, et il ne faut pas considérer que c'est par... Enfin, il est pour un bout de temps, c'est parce que je veux dire, attendez, je ne suis pas dans des propos pessimistes, mais ce n'est pas par la seule entrée de sécurisation des parcours qu'on peut sortir les salariés de la difficulté. Il faut qu'il y ait toute une réflexion sur comment on attire les entreprises, comment on promeut ces entreprises. Tout ça, c'est un élargissement du territoire à balayer. Il y a aussi la difficulté à connaître les besoins en emploi des territoires. Ça, c'est quelque chose de très important. J'ai cru comprendre qu'il y avait des représentants des CARIFOREF. Les CARIFOREF, dans toutes les régions, travaillent à connaître les besoins des territoires. Comme partout ailleurs, on ne sait pas. Par exemple, nous avons, au-delà des données qui sont des données fiables, par exemple les données démographiques, que vont devenir les grandes entreprises de la région. Par exemple, STX, les anciens chantiers navals de Saint-Nazaire, s'il n'y a pas de commande de bateau, qu'est-ce qui devient STX? Faites des croisières. Faites des croisières parce que deviennent les chantiers STX? Que deviennent aussi les programmes de diversification des chantiers si l'éolien n'est pas retenu au niveau les parcs éoliens offshore, si l'État ne donne pas son accord pour que ça soit développé, par exemple, autour de l'île-dieu, etc. Tout ça, c'est compliqué. Combien de salariés resteront dans la branche dans laquelle ils ont été formés? Un tiers des jeunes, j'ai un exemple, en formation électrotechnique, un tiers des jeunes travaillent ailleurs. Voilà. Bon, il y a aussi le passage du vertical à l'horizontal des branches au territoire pour les financements. Quand vous voulez former des personnes sur un territoire, d'où vient l'argent? L'argent vient des OPCA interprofessionnels. Mais pourquoi est-ce que les autres OPCA ne financeraient pas aussi? Alors, on arrive à capter le bâtiment, on arrive à capter la métallurgie, parce que ce sont des gros OPCA. Mais les autres, qui n'ont pas de représentation régionale, qui ont quand même des chiffres de collecte importants, comment est-ce qu'on capte l'argent sur les territoires? Aussi, la question, quand le désir ou la mobilité professionnelle se heurte aux impératifs géographiques et personnels des salariés. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué. Il ne suffit pas de vouloir évoluer, il faut pouvoir évoluer. Alors, à l'heure actuelle, dans notre région, mais j'ai cru comprendre que c'était un discours qui se tenait dans d'autres régions, on ne parle plus de sécurisation des parcours professionnels, on parle de continuité des parcours professionnels. Il faudra qu'on essaie peut-être pendant le débat d'essayer de voir s'il y a quelque chose de nouveau. Et prévenir tous les licenciements qu'entraîneraient les innovations technologiques, c'est sûr aussi. Et puis, il y a la volonté des acteurs. Il y a, par exemple, la distance entre les mandants et les mandatés. Dans une organisation patronale, vous pouvez avoir des représentants patronaux qui tiennent les discours les plus intéressants qu'ils soient sur la question de la formation professionnelle. S'ils ne sont pas relayés, ces discours, dans les entreprises, ça ne sert à rien. De la même façon, une organisation syndicale, elle peut tenir le discours comme quoi la formation professionnelle est importante, mais il faut aussi que les salariés accrochent à cela. Donc, il y a tout cela qu'il faut mettre en mouvement. En tout cas, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que, peut-être en conclusion sur laquelle on reviendra,
c'est qu'il n'y a pas d'esprit de sécurisation des parcours professionnels sur quelque lieu que ce soit s'il n'y a pas de dialogue social. Et le dialogue social, c'est ce qui fait vivre aussi, par exemple, le comité de bassin d'emploi d'Ancenis. Et c'est pour ça que je vous ai mis une petite fiche sur ce comité de bassin, parce que il y a cette déclinaison, les accords nationaux. Il y a la COPIR qui est le niveau régional, qui relaie tout ça. Et puis, il y a une petite ville, un bassin, où il y a des acteurs qui font vivre ce qui a été décidé ailleurs. Donc, c'est aussi toujours cette idée du dialogue social qui descend et qui irrigue les territoires.